Ici, dans le Devon, dans la paisible vallée de la Tamar, un port était autrefois prospère. Des agriculteurs approvisionnaient les villes et les villages de Grande-Bretagne en produits frais. Des jonquilles pour Londres. Et sous terre, des mineurs extrayaient du cuivre et de précieux minéraux. Feu! Aujourd'hui, à Motherlham Quay, les archéologues Alex Langlands et Peter Ginn et l'historienne Ruth Goodman vivent pendant une année entière la vie d'agriculteurs de l'époque édouardienne au début du XXe siècle. Oh, regardez-les, ils sont adorables. Ils ne s'occupent pas seulement d'agriculture. Ils se familiarisent aussi avec les savoir-faire qui faisaient autrefois la richesse du Devon. Ah, on a attrapé quelque chose! Jusqu'à présent, ils ont redonné vie au jardin maraîcher avec des centaines de plants de fraises. Et voilà. C'est très excitant. Ils ont fait l'acquisition d'un poney sauvage du Dartmoor Il est tellement mignon. et ils ont accueilli un nouveau membre au sein de leur troupeau de vaches. C'est la plus belle récompense quand on a un troupeau. Je suis très fier qu'on ait réussi à faire tout ça. C'est maintenant le mois de mai et l'approche de l'été offre de belles perspectives. Un bateau très spécial va venir à la ferme pour emporter des produits et amener des touristes. Montez à bord. Venez goûter à la ferme. Santé. Santé! L'équipe va relever de nouveaux défis. Je ne fais qu'un avec la vache. C'est la crème caillée traditionnelle. Pour tirer profit de l'abondance estivale à la ferme. Hip hip hip. Hurrah! Ruth, Alex et Peter élèvent une race de vaches rouges originaire du Devon. Maintenant qu'un veau est arrivé, ils veulent se lancer dans la production laitière. Mais c'est un défi de taille, car ces vaches n'ont jamais été traites. Alex a fait appel à la productrice laitière locale, Mary Quick. Alors, qu'en dis-tu? Oui, voilà. Regarde. Tout va bien. Tout va bien. La première étape consiste à gagner la confiance de la vache. Pour pouvoir traire cette vache, il faut réussir à l'approcher et à la maîtriser. C'est pour ça que Marie essaye d'habituer la vache à avoir une corde autour du cou. Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas prisonnière, que la corde est seulement synonyme de traite et que c'est une bonne chose. Elle n'est pas habituée, mais Non. elle nous dit ses limites. Oui. Au début du XXe siècle, cette race bovine comptait des bœufs de boucherie et des vaches laitières réputées pour leur lait crémeux. Mais aujourd'hui, ces vaches sont élevées exclusivement pour leur viande et elles ne sont pas habituées à être en contact rapproché avec les humains. Souvent, avec les bœufs de boucherie, les éleveurs crient beaucoup. Oui. Ils courent dans tous les sens, un peu comme des cow-boys. Et on ne peut pas les approcher à plus de 4 ou 5 mètres. Oui. Quand on élève une vache laitière, on sait depuis le début qu'on va s'approcher d'elle de très près. Notre visage est tout près de ses sabots. La traite à la main est une affaire dangereuse. Ça peut mal finir. Ça peut mal finir. Oui. Si Peter et moi arrivons à nous approcher d'elle, Oui, et si nous arrivons à l'entraîner jusqu'à l'étable, accepteriez-vous de nous montrer comment on traite? oui, avec plaisir. Ce serait formidable.
Les vaches paissent sur les bords de la rivière Tamar, qui serpente sur plus de 80 km au milieu d'un paysage vallonné. Au début du XXe siècle, elle était un élément vital de la vallée. Et chaque été, elle offrait de nouvelles perspectives aux agriculteurs de la région. Nous y voilà. J'attendais ce moment autant que je le craignais. Le bateau à aube Monarch arrivera le mercredi 24 mai. Merci de prévoir des collations. Des tas de touristes vont venir nous voir. Et on a du pain sur la planche. Mais cela pourrait nous rapporter gros. Tout au long de l'été, des milliers de touristes affluaient dans la vallée de la Tamar. La plupart s'y rendaient à bord de bateaux à aube. Ces bateaux fonctionnaient au charbon. Ils pouvaient accueillir jusqu'à 500 passagers, des touristes originaires de villes comme Plymouth qui s'offraient une excursion à la journée. Ils dansaient, faisaient du sport et s'amusaient sur les quais de Morvelham. Le long des côtes et des rivières de la Grande-Bretagne édouardienne, les bateaux à aube étaient un élément essentiel de l'industrie touristique. Ils étaient autrefois plusieurs centaines, mais il n'y en a plus que 3 en circulation aujourd'hui. L'un d'entre eux arrivera à Morvelham dans quelques jours. De quoi va-t-on avoir besoin pour ces touristes? De la crème caillée. C'est ce qu'ils attendent. C'est la spécialité du Devon. D'accord, de la crème caillée. Et un thé complet. Nous avons un troupeau de vaches. Les fraises seront mûres à votre avis? À condition qu'on réussisse à les protéger contre les nuisibles. Mais après quelques jours de beau temps, on devrait avoir des fraises bien rouges et bien juteuses. Nos fraises se vendraient mieux sur les marchés. Plutôt qu'aux touristes, Il vaudrait mieux... il faudra en mettre de côté. On pourrait en expédier une grosse partie par bateau. Si on arrive à gagner un peu d'argent grâce à ces touristes, ce sera bon pour nous, pour la ferme et pour la vallée. Le 24 mai. Pourquoi cette date me dit quelque chose? C'est écrit sur la carte. C'est la fête de l'Empire. Il faudrait marquer le coup. Sortir les drapeaux. Ouais. La fête de l'Empire était une grande occasion, célébrée dans les colonies britanniques du monde entier. C'est une raison supplémentaire pour les touristes de faire la fête. Et si l'équipe veut leur préparer de la crème caillée, il faut absolument qu'ils réussissent à traire leurs vaches. Mais pour ce faire, il vaut mieux disposer d'un lieu fermé. Leur choix s'est porté sur les écuries abandonnées. Mais il y a un problème. On n'aurait jamais dû laisser les poules entrer ici. Ces petits box séparés, c'est un endroit idéal pour la traite. Mais effectivement, c'est très sale, à cause des poules. Les brochures du ministère de l'Agriculture, qui était une référence à l'époque édouardienne, fixaient des règles très précises pour la traite des vaches. C'est écrit « L'hygiène dans le traitement du lait et de ses produits est de la plus haute importance ». Les principales sources de contamination du lait sont la terre et la poussière sur la vache, le trayeur, l'air, l'alimentation en eau, le foin et les différents ustensiles. Tout en fait. Il faut nettoyer. Je ne sais pas si je vais réussir à me nettoyer les ongles. Depuis toujours, on sait que la saleté est très dangereuse pour le lait. Et bien sûr, au début du XXe siècle, quand le lait devait parcourir 200 ou 250 km pour atteindre les villes, il fallait qu'il dure le plus longtemps possible. Il ne fallait surtout pas qu'il ait tourné avant d'arriver sur la table des consommateurs. C'était donc absolument crucial à l'époque de respecter les règles d'hygiène. Allez, au travail. Tu sais ce que mon père dirait? Commence par le haut, Alex. Travaille du haut vers le bas. Oui, papa. Ruth a fait appel au chef de cuisine Richard Hunt pour l'aider à préparer l'arrivée des touristes. Richard travaille au Grand Hôtel de Torquay et il sert un millier de thés complets par semaine. Traditionnellement, dans le Devon, le thé n'était pas servi avec des scones, mais avec de petits pains salés appelés cut rounds. Parlez-moi de ces petits pains. Les ingrédients sont très simples. Un peu de beurre fermier,
un peu de farine, du bon lait bien frais, du bas beurre et un peu de lait en poudre. Tiens, c'est étonnant. C'est pour obtenir une texture plus légère, sans oublier bien sûr la levure chimique. Vous allez voir, c'est très facile. Ce sont presque les mêmes ingrédients que pour les scones. Oui, l'idée c'est que c'est juste légèrement salé. La recette des cut rounds permettait d'obtenir rapidement de petits pains. Contrairement à la pâte à pain, cette préparation n'avait pas besoin de lever, grâce à une astucieuse association d'ingrédients. Je vais ajouter du bas beurre Du bas beurre, d'accord, ça donne un goût agréable. et ça permet de lever un peu la pâte. L'acide réagit. L'acide réagit avec la levure chimique. Vous voyez, c'est très rapide. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. On pose la pâte sur la table. Vous n'avez pas besoin de rouleau ou de batteur. Exactement. Maintenant, on va lui donner la forme désirée. En forme de grosse saucisse. Tout à fait. C'est vraiment très simple et très facile. On coupe un bon morceau et on appuie dessus. C'est rapide. Et au goût, c'est délicieux. Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez et vous pouvez les préparer en moins d'une demi-heure. Un jeu d'enfant. Entendu, je vais chercher un plat. Parfait. Je peins les murs avec du blanc de chaux pour obtenir un environnement totalement stérile. Oh, ça m'a l'air parfait. C'est chaud. Regardez comme il est moelleux. N'est-ce pas? Ça a l'air vraiment très bon. Et la texture est vraiment différente. Voyons ça. Ah, c'est pas un scone. Ça n'a rien à voir. On dirait vraiment du pain. C'est parfait pour votre crème et votre confiture. C'est légèrement salé. Oui, c'est bon. On peut mettre beaucoup plus de crème là-dessus que sur un scone. Exactement, c'est le but. Maintenant qu'on a nettoyé notre étable, on va pouvoir montrer à notre vache le box où on va la traire. C'est bien, ma belle. Elle n'est pas très rassurée. Il fait très beau dehors et il fait noir là-dedans. Elle observe ce coin tout sombre. Mais elle entend Peter. Voilà, très bien. Elle suit la voix de Peter. Bien joué, Peter. Une vache et un veau dans l'étable, exactement où on voulait. La prochaine étape, c'est la traite. Un soin particulier sera apporté aux habits du treilleur qui doivent être parfaitement propres. Bien. On a les mains propres Oui. Les chemises propres? et les box sont propres aussi. Oui. Protégeons-nous la tête. Oui. Allez, au boulot. Parfait. C'est parti. Mary Quick est de retour. Elle va conseiller Alex et Peter sur la manière de gérer une vache qui n'est pas habituée à être traite. C'est bien. Allez, Allez. il faut être prudent. Il faut poser votre main sur son dos Bien. pour sentir si elle s'apprête à donner un coup. Entendu? Ensuite, il faut vous approcher et vous appuyez votre tête contre son flanc. Comme ça, si elle donne un coup, elle ne devrait pas vous blesser. Je vois. Donc il faut vraiment être tout prêt. Oui, sinon ça peut faire très mal. Bien. Peter l'a fait rentrer. Allons-y. La vache pèse environ 500 kilos. Voilà. Ne t'inquiète pas. C'est bien. C'est bien. Voilà. Oh! Bien. Voilà, bien. c'est bon. Ça va. Vous me passez le seau? Voilà. Oh, elle ne se laisse pas faire. C'est un peu douloureux. Allez, calme-toi. Tout va bien. Tout doux. La vache ne donnera pas de lait tant qu'elle n'est pas détendue. Ça y est, elle donne du lait maintenant. Elle se détend. C'est parfait. Elle comprend mieux ce qui se passe. C'est formidable. Vous avez gagné sa confiance. Comment est-ce que vous vous y prenez?
Je fais descendre le lait dans le trayon. D'accord. Ensuite, il faut utiliser le pouce et l'index Oui. pour l'empêcher de remonter. Ouais. Et après, vous utilisez les autres doigts pour faire sortir le lait. Vous voulez essayer? Pourquoi pas, oui. Alors, installez-vous de façon à ce que... Dans la même position que vous. Oui, On échange. oui, c'est bon. Tout va bien, ma jolie. Voilà. Maintenez la pression. Bien, comme ça? Oui. Et calez votre tête et votre épaule ici. Allez-y, essayez. D'accord. Voilà. Je ne fais qu'un avec la vache. C'est une sensation agréable, n'est-ce pas? Oui. Qu'en dis-tu, Alex? Ça va, ça se passe bien. Elle est un petit peu nerveuse. Tout va bien. Maintenez la pression, même si vous arrêtez de traire. Entendu. Maintenez le poids de votre corps contre elle. Tout va bien, ça va. Elle est plutôt patiente, je trouve. Voilà, voilà. Accordons-lui 5 minutes. Ouais, c'est une gentille vache. Tu te sens bien maintenant? C'est le bruit du lait frais. On jette un œil? C'est beau. Voilà pourquoi on l'a recouvert d'un tissu. Mais en dessous, C'est du lait frais, sans impureté. oui. Comment jugez-vous cette première fois? Elle s'est bien débrouillée. Oui. Elle a cogné 2 ou 3 fois, mais c'est bien. Elle a donné du lait. Oui. C'est une bonne nature. Elle n'avait encore jamais fait ça. Je pense que ça devrait bien se passer. Oui. Mais est-ce qu'elle donnera beaucoup de lait? Autrefois, elles étaient élevées pour leur lait, mais aujourd'hui, elles sont élevées pour leur viande, Absolument. n'est-ce pas? Ça a été le cas pendant très longtemps. On peut donner le reste de lait au veau. Qu'en dites-vous? Oui. On peut lui enlever sa muselière. Oui. Allez. Allez, c'est parti. Ça va, Ruth? Vous voilà de retour. Comment ça s'est passé? Très bien, finalement. Oui. La qualité vaut mieux que la quantité. Tu veux dire que vous n'en avez pas eu beaucoup? Oui, c'est pas encore ça. C'est du bon lait. Vous pensez qu'on en aura assez? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'en achète d'autres pour ma crème caillée? Si tu veux nourrir tous ces touristes, je pense qu'on va être obligé d'acheter du lait ailleurs. Et pour les fraises, comment ça se présente? Il faut que j'aille voir si on a réussi à chasser toutes ces limaces. Entendu. Les bateaux à aubes emportaient souvent des produits pour les marchés, et en particulier des fraises, qui étaient très lucratives en été. Alex prévoit de profiter du bateau à aubes pour expédier ses fraises. Mais avant, il doit faire le ménage dans le jardin maraîcher. En mai, tout Murwillam Cay est en fleurs. Mais si vous relâchez votre vigilance, tout le dur labeur que vous avez abattu en automne et en hiver peut partir en fumée, à cause des mauvaises herbes et des insectes. Si vous ne réglez pas le problème en mai, en juin, ce sera trop tard. Alex a eu une idée pour se débarrasser des limaces et des escargots. Oh, doucement. Je vais introduire dans mon jardin maraîcher les habitants les plus gourmands de la ferme. Des canards engraissés. Et voilà. Reviens ici. C'est le mâle. C'est un sacré gourmand. Et voici sa femelle. Tous ceux qui ont eu des canards engraissés savent qu'ils ont un appétit insatiable pour les limaces et les escargots. Et je vais mettre leur appétit à l'épreuve dans mon jardin. Ils vont pouvoir s'engraisser
avec toutes les limaces et tous les escargots qui se cachent entre ces murs, sous les pierres, et qui s'approchent lentement mais sûrement de nos fraisiers. Les brochures du ministère de l'Agriculture sont remplies de conseils sur les fraises. Elles recommandent notamment d'utiliser un mélange de chaux et de soude caustique pour éloigner les nuisibles. La chaux en elle-même est une substance très caustique. Et mélangée à la soude caustique, elle est particulièrement puissante. Les limaces et les escargots se retrouveront avec une fine pellicule semblable à du mucus sur tout leur corps. Et quand cette substance entrera en contact avec ça, ça provoquera des brûlures. Dès qu'ils s'en rapprocheront, ils seront immédiatement obligés de rebrousser chemin. Je vais aussi mettre un peu de ça. C'est ma petite préparation spéciale pour mes amis rampants. Je vais essayer de dessiner une sorte de périmètre de protection. Et voilà. Adieu les limaces. Les voilà, bonjour. Ruth a fait venir des spécialistes pour l'aider à préparer la crème caillée pour les touristes. Vous êtes là. Et vous n'arrivez pas les mains vides. Soyez les bienvenus. Au début du XXe siècle, des écoles itinérantes se déplaçaient un peu partout en Grande-Bretagne pour former la population à la production laitière. Lynn Thompson a étudié dans l'une d'entre elles. Oh, comme c'est élégant. Bonjour. Bonjour. Rose, enchantée. C'est notre salle de classe. Vous voulez bien venir y jeter un œil? Oui. La production laitière était traditionnellement une activité féminine. La plupart des élèves étaient donc des femmes. Ça conviendra très bien. Quelle était la vocation de ces écoles itinérantes? Elles s'inscrivaient dans ce qu'on appelait la formation agricole. Ça permettait aux femmes et aux enfants des villages d'acquérir des connaissances en production laitière, de se former aux dernières techniques, notamment à la fabrication du beurre, du fromage et de la crème caillée. Ces écoles étaient en grande partie financées par le gouvernement, afin de lutter contre un grave problème. La plupart des fermes édouardiennes avaient recours à des techniques dépassées et fabriquaient des produits de mauvaise qualité. Ces produits ne parvenaient pas à rivaliser avec les marchandises importées qui étaient fabriquées en usine et moins coûteuses. Ces écoles avaient pour objectif de revaloriser l'agriculture britannique. Est-ce qu'on apprenait de nouvelles techniques ou est-ce qu'on se perfectionnait? Il s'agissait d'avoir une approche un peu plus scientifique. D'accord. C'était un peu les deux. On apprenait de nouvelles techniques, mais on apprenait aussi à mieux présenter les produits, à les rendre plus attractifs pour le marché. Ces écoles itinérantes ont vu le jour dans les années 1890. Et à la fin du règne d'Édouard VII, elles avaient permis à plusieurs milliers de femmes des communautés rurales de se former. Bien sûr, la meilleure publicité était le bouche à oreille. Des villages parlaient à d'autres villages de ces écoles et elles sont devenues très populaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer de la crème caillée. En tout, cela prend 3 jours. Productrice renommée de crème caillée, Margaret Borrow est là pour apprendre les ficelles du métier aux élèves. Ma famille fait de la crème caillée depuis toujours. Et cette dame enseignait dans une école itinérante. C'était ma grand-tante. Elle avait les mêmes cheveux que moi. Nous sommes faites pour nous entendre. Margaret a apporté une bassine de lait qui a reposé toute la nuit. C'est un gros bol bien large, et non pas un pot. Oui, on ne veut pas cette épaisseur de crème, mais cette épaisseur de crème. Maintenant, je prends cette bassine de lait qui repose depuis hier soir et je la plonge dans l'eau chaude.
C'est comme un bain-marie. Et il faut compter 45 minutes à 1 heure pour cuire la crème. Vous l'avez plongée tout doucement. Il ne faut surtout pas que les deux se mélangent. Il ne faut pas craqueler la surface. Plus elle est lisse, mieux c'est. À mesure qu'elle cuit, la crème durcit. La cuisson est presque terminée. Si vous regardez de plus près, vous voyez de petites bulles se former. Ah oui, à la surface. Oui, Je vois. et sur les bords de la bassine. Oui. Elle commence à lever. Oui, elle se fendit, je vois ça. Ça veut dire que la cuisson est presque terminée. Presque terminé. Oui, je vais pouvoir retirer la bassine, la poser sur une surface froide et laisser reposer jusqu'à demain. D'accord. C'est assez simple finalement. Oui. Et ça a l'air vraiment délicieux. Le bateau à aube arrive dans 4 jours. En plus de tous les préparatifs, les travaux à la ferme doivent se poursuivre. C'est bon, c'est bon. Plus tôt cette année, ils ont planté un champ de pommes de terre qui menace aujourd'hui d'être envahi par les mauvaises herbes. Je suis très inquiet. Ça pourrait vraiment mal tourner. Tu le fais avancer? Alex utilise un extirpateur. Ces lames déracinent les mauvaises herbes à mesure qu'il roule. Mais s'il n'est pas manié correctement, il pourrait aussi arracher des pommes de terre. On a arraché 2 ou 3 plantes. C'est pas idéal. Je vais en enlever encore ici. Je reste dans les sillons du mieux que je peux. Et j'essaie de ne pas trop abîmer les plantes. C'est épuisant. Et regardez, voilà ce qui m'inquiète. Si je continue à arracher des pommes de terre, je vais avoir des problèmes. De gros problèmes. On s'est débarrassé des mauvaises herbes. C'était le but. Les moutons, eux aussi, ont eu besoin d'aide pour combattre les nuisibles. Mai est un mois difficile pour les bergers. On a envie de tondre les moutons parce qu'il fait très chaud et qu'il y a beaucoup d'insectes. Mais la nuit, les températures peuvent encore être négatives. Si on tondait les moutons maintenant, on pourrait avoir des problèmes s'ils se remettaient à faire froid. C'est une période compliquée. T'es prêt, Peter? Oui. Alex a mis au point un remède à base de feuilles de tabac et de soufre. Notre premier client. On applique ça sur les flancs et le dos du mouton. La nicotine contenue dans le tabac est une substance très toxique. Et le soufre agit comme un insecticide. En 1905, le gouvernement a publié une note sur les parasites du mouton qui explique comment le soigner et comment lutter contre les parasites les plus nuisibles qui forment des croûtes sur la peau du mouton. Cette maladie n'est pas seulement grave pour le mouton, elle l'est aussi pour la toison, car en se grattant, il arrache des poils. Et au moment de la tonte, on se retrouve avec une laine clairsemée au lieu d'une jolie toison bien fournie. Ça devrait les protéger pendant quelques semaines. Oui, et il sera temps de les tondre. Oui. J'ai l'impression d'avoir mis plus de produits sur moi que sur le mouton. Eh ben, tu seras protégé toi aussi. Exactement. À l'école, Ruth apprend les dernières étapes de la fabrication de la crème caillée pour être fin prête pour l'arrivée des touristes. J'ai cuit celle-ci hier. Maintenant, on va pouvoir écumer la crème et la mettre dans des coupes.
J'abaisse lentement mon écumoire sous la surface de la crème. Vous la laissez s'égoutter un instant. Il faut que le petit lait s'en aille. Puis, vous la placez dans la coupe en essayant de la faire glisser de l'écumoire en un seul morceau. À l'époque édouardienne, la crème caillée était jugée selon des critères très précis, à commencer par la présentation. L'idée, c'est de présenter votre crème avec autant de couches que possible. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète dans le commerce. Absolument. J'ai posé la dernière tranche. Comme vous le voyez, c'est bien lisse à la surface et cela contribue à une bonne présentation. Entendu. Voici vos couches de crème caillée. Oh, je peux goûter? Bien sûr. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Je vais voir si c'est très différent. Oh, ça n'a rien à voir. J'espère que beaucoup de touristes viendront nous voir. Je réfléchis à ce qui pourrait leur plaire et à ce que je pourrais leur vendre. Vous avez vos chances si vous servez du thé et des biscuits. Et ma crème sera bien meilleure après cette journée avec vous. Merci. Le problème des nuisibles est réglé, mais Alex a encore une dernière tâche urgente à accomplir. Un de nos plus gros chantiers en ce moment, c'est le dressage du poney. Laddie est la dernière recrue de la ferme. Il y a encore 2 mois, il vivait en liberté dans le Dartmoor. L'équipe le prépare au travail à la ferme, mais ils doivent d'abord établir une relation de confiance avec lui. Le poney doit apprendre à répondre à leurs ordres. C'est bien. C'est bien. Avance. Voilà. Avance. C'est bien. Avance. 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 Allez. Avance. C'est bien. Avance. Il a presque parcouru la moitié de l'enclos. On progresse. Alex doit veiller à ne pas trop en demander au poney. Un de mes nombreux défauts est que je suis terriblement impatient. Le danger, si je précipite les choses, si je le pousse à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, c'est de tout gâcher. Je ne veux pas le traumatiser. Je ne veux pas le bousculer. Il fait partie de la famille maintenant. Pour gagner sa place au sein de la ferme, Laddie doit s'habituer à porter des poids. Il est possible que très bientôt, possible qu'il soit capable de porter des paniers sur son dos. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis content. Et toi? T'es content? T'as hâte de te mettre au travail? Ce sera amusant, non?
reste plus que 2 jours avant l'arrivée du bateau à aube. Ruth prépare des décorations commémorant la fête de l'Empire. Alex ne laisse rien au hasard avec les fraises. Et Peter prépare un autre produit pour les touristes. Les dessins de beaux paysages étaient un souvenir populaire à l'époque édouardienne, et il a décidé de se lancer. Mais d'abord, il doit fabriquer ses matériaux. Il a choisi les pastels. Alors, on obtient des pastels avec de la chaux En voici. et des pigments. Bleu de cobalt. Au début du 19e siècle, les progrès de la chimie ont donné naissance à une riche palette de pigments pour la peinture. Regarde-moi ça. C'est bleu. On a du mal à voir. C'est vraiment bleu. C'est tellement intense. La plupart de ces pigments étaient élaborés avec du plomb et étaient toxiques s'ils étaient inhalés. Mais ils ont été adoptés par des artistes comme Van Gogh. Voilà pourquoi les tournesols de Van Gogh nous sautent aux yeux. Oui, Quelle couleur! c'est superbe. C'est bizarre. On a tendance à envisager l'histoire de l'art seulement d'un point de vue... Stylistique. Exactement, au détriment de la technique. Sans la chimie, on n'obtient pas un tel résultat. Le pigment et la chaux sont mélangés avec de l'eau gommée, qui agit comme de la colle. J'imagine très bien ces couleurs dans un tableau de notre vallée. Tes pastels n'ont pas besoin d'être parfaits. Si? Bien. Et voilà. Ils ont séché. Ils sont prêts. Ce sera parfait. Pour ses dessins de la vallée, Peter a trouvé une formidable source d'inspiration. C'est le livre d'or d'une ferme locale qui faisait chambre d'hôte. Les visiteurs ne se sont pas contentés d'écrire « merci beaucoup ». Ils ont ajouté des dessins, des histoires, des poèmes. C'est incroyable. Ouais. Quelle est la date ici? Il y a une date? 30 septembre 1904. 1904. La qualité de ces dessins est remarquable et ce sont des individus d'horizons très divers. Les gens avaient de vrais talents artistiques à l'époque. Les appareils photo n'étaient pas encore très répandus. Oui, c'était comme ça qu'ils gardaient des souvenirs. Il y a des gens des 4 coins du pays, mais aussi du monde entier. C'est vrai? De Kuala Lumpur, ici, Kuala Lumpur? d'Égypte. Incroyable. Le dessin de la bruyère est ravissant. Tout ça, c'est de l'histoire. C'est vrai. C'est un témoignage des loisirs des gens de l'époque. J'ai aimé mon séjour dans le Devon. Et je me suis dit que j'allais essayer de dessiner aussi. C'est une très bonne idée. C'est magnifique. Le sujet, c'est le cours de la vie, le cours des saisons. L'artiste local Ryan Rogers est venu donner quelques conseils à Peter. On est à Moray Rocks. Moray Rocks. La vue est fantastique d'ici. Époustouflant, non? Vous êtes un artiste expérimenté. Moi, je n'ai pas fait de dessin depuis mes 12 ans. Il ne faut pas que ça vous arrête. Comment choisissez-vous votre sujet? Je décide de l'endroit où mon œil va regarder, au milieu de la composition. C'est là que je vais. La rivière a une forme incroyable. Oui. Et ensuite, au-dessus, il y a tous ces arbres. Et si vous regardez un peu plus à droite, on aperçoit cette cheminée. Et il y a beaucoup de verdure. On est en hauteur, donc il n'y aura pas beaucoup de ciel. C'est dommage d'ailleurs, car le ciel dans la vallée est extraordinaire. Oui, les couchers du soleil sont spectaculaires. Le plus célèbre artiste à avoir peint la vallée de la Tamar est Turner, qui séjourna ici au début du 19e siècle. Il inspira de nombreux autres peintres après lui.
Il me semble que Turner a dit en parlant de cette région qu'il n'avait jamais vu autant de beauté naturelle réunie. C'est vrai. Je pense que Turner et ceux qui ont marché sur ces traces en peinture ont été charmés par la géographie de la vallée. Vous êtes content de vos pastels, Peter? Ça va, c'est pas trop mal. Vous allez en fabriquer d'autres? Bien sûr, Pour étendre votre palette. c'est ça. Je vais fabriquer d'autres couleurs. Voilà qui sera parfait. Les touristes vont venir et je ne veux pas me contenter de leur vendre du thé et des gâteaux. Je veux leur vendre de tout. Et dans les jardins, il y a des fleurs partout. On a l'embarras du choix. Les fleurs sauvages étaient très à la mode à l'époque édouardienne. Il y avait tout un mouvement contre les fleurs cultivées et surtout contre les serres. Les fleurs sauvages étaient considérées comme beaucoup plus féminines et naturelles. Il faut savoir qu'à l'époque, de nombreuses personnes s'intéressaient au langage des fleurs. Chaque fleur avait une signification différente. Et vous pouviez faire passer toute une symphonie d'idées avec un bouquet. La jonquille symbolise le regret. Les jacinthes symbolisaient la constance. Les roses étaient bien sûr synonymes d'amour ou de beauté. Les encolis, qui sont parmi mes fleurs préférées, symbolisaient l'abandon. Mon amour m'a abandonnée. À l'époque, c'était mal vu de faire la cour ouvertement, de déclarer sa flamme. Les fleurs étaient un moyen discret et délicat de le faire. Tout le monde ne connaissait pas le code. Vous pouviez délibérément mal le comprendre si vous le vouliez. Les gens avaient le choix. Le compte à rebours jusqu'à l'arrivée du bateau a commencé. C'est le viaduc de Calstock. Il a été édifié à l'époque édouardienne. À la maison, Ruth prépare à la hâte une dernière gourmandise pour les touristes. La glace que j'ai commandée est arrivée. Je vais m'en servir pour fabriquer de la crème glacée. La glace existait déjà en Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, la Grande-Bretagne importait de la glace des quatre coins du monde. Des bateaux partaient pour la Norvège ou le nord du Canada, chargeaient des gros morceaux de glacier et retraversaient l'Atlantique. Je vais regarder ce que Madame Marshall m'a dit de faire après. C'était une dame très futée. Ruth s'appuie sur une recette d'Agnès Marshall, une autorité en matière de desserts glacés à l'époque édouardienne. J'ai préparé ma base de crème anglaise. Elle est là. Sa recette implique de congeler la crème anglaise pour la transformer en glace. Mais cette dame ne se contentait pas d'écrire des livres. C'était une sacrée femme d'affaires. Elle dirigeait une école de cuisine. Elle a aussi inventé toute une gamme de produits, notamment une cuve de congélation et des compartiments à glace. Un peu comme des congélateurs pour conserver la glace. Elle proposait aussi tout un éventail de moules pour des réalisations plus élaborées. Nous ne pouvons évidemment pas nous permettre de nous offrir du matériel aussi sophistiqué, donc je fais avec les moyens du bord. La glace n'est pas assez froide pour congeler la crème.
Ruth a recours à une réaction chimique pour atteindre la température souhaitée. La réaction survient en mélangeant de la glace pilée avec du sel. Je ne suis pas chimiste, donc j'ai dû étudier la question. Apparemment, en se dissolvant dans l'eau, les liaisons ioniques d'un cristal de sel se rompent. Mais pour ce faire, il faut de l'énergie. Il tire cette énergie sous forme de chaleur hors de l'eau. Donc si on ajoute du sel dans la glace, on fait descendre la température jusqu'à 6 degrés au-dessous de zéro. Et on obtient ainsi une température similaire à celle d'un congélateur. J'ai besoin d'une quantité de sel équivalent à la moitié de ma quantité de glace. Voilà, écoutez, ça gèle. La réaction est immédiate. C'est épatant. J'ai un récipient en métal qui devrait rapidement prendre le froid. Ça devrait commencer à refroidir. Le processus de congélation prend environ 5 minutes. Je crois que c'est bon. Ce n'est plus liquide. Ça épaissit. C'est magique, non? Merveilleux. De la glace. Il faut que je goûte. C'est délicieux. L'heure de la cueillette des fraises a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Il doit y avoir dans les 10 kilos de fraises ici. Ça a marché. On a réussi à tenir à distance la plupart des escargots, des limaces et aussi les oiseaux. Une seule, s'il te plaît. Les autres sont pour les marchés. Je veux être sûr qu'elles se vendront. D'accord. Elles ne sont peut-être pas bonnes. Alors fais ton choix. Prends celle-là. J'en prends une petite. Voyons. Elle est délicieuse. J'aurais préféré ne jamais faire ça. Car il va falloir beaucoup de volonté pour ne pas recommencer. Le goût sucré envahit tout de suite la bouche. C'est vraiment un plaisir. Après un hiver passé à manger des aliments salés, en conserve, c'est un délice. J'en salive. Les fraises étaient toujours soigneusement empaquetées avant d'être expédiées par bateau. C'est une barquette de 500 grammes. À Londres, ça allait chercher dans les 3 shillings la livre. Donc pour un cajot comme celui-ci, on pouvait espérer gagner 30 à 36 shillings. Quand on sait que les ouvriers les plus modestes de la région étaient payés entre 10 et 15 shillings par semaine, on comprend à quel point la culture maraîchère était importante dans la vallée de la Tamar et à quel point elle est importante pour nous, agriculteurs édouardiens. Ça représente beaucoup d'argent, Peter. Beaucoup d'argent. Oh, il y en a une belle ici. Allons porter ces fraises au bateau. Le Monarch est un des 3 derniers bateaux à aube encore en circulation en Grande-Bretagne. Fantastique. Regardez-moi ça. Bonjour. J'adorerais monter à bord. Ils vont avoir besoin d'un coup de main. Cela fait plus de 80 ans qu'un bateau comme celui-ci n'a pas accosté à Morvenham Quay. La première mission du Monarch consiste à emporter les fraises sur les marchés. Peter et Alex vont faire le voyage, puis inviter des touristes à venir à la ferme. Je compte sur vos talents de persuasion pour nous ramener le plus de touristes possible. On n'aura pas besoin d'insister beaucoup avec un bateau pareil. Regarde-toi, Alex. On a travaillé dur. Je peux souffler un peu?
Bonne chance. Vous êtes prêts? On est prêt. C'est parti. Le moteur du Monarch a environ 100 ans. Matt O'Crowley est le capitaine. C'est un bateau idéal pour une région comme la vallée de la Tamar. Cette rivière a un débit très rapide. Dès qu'il y a un peu de vent, il avance bien. C'était un bon bateau. Ces bateaux desservaient les plages. Ils étaient conçus pour gagner rapidement les plages, déposer les passagers et repartir. Quand on regarde derrière nous le sillage et les vaguelettes ondulées vers les berges, comment ne pas tomber sous le charme? Je suis un des 3 derniers capitaines de bateaux à aube du pays. Oui. C'est agréable de se dire qu'on perpétue une tradition. Peter! Oui? Des touristes! Fais leur signe! Montez à bord. Par ici. Venez goûter à la ferme. Les premières de la saison. Et espérons pas les dernières. Désolé pour la boue. Tout le monde est là? Parfait. Ruth achève les derniers préparatifs. La fête de l'Empire est une invention édouardienne. Elle a vu le jour en 1904. Et au bout de seulement quelques années, toutes les écoles et toutes les communautés de Grande-Bretagne célébraient cette fête. Ce jour a été choisi parce que c'était le jour de l'anniversaire de la reine Victoria. C'était une façon de rendre hommage au bon vieux temps. Le but était de réunir tous les concitoyens de l'Empire, ici et dans les colonies. On voulait que tout le monde se souvienne de la grandeur et de ses responsabilités au sein de l'Empire. Les trajets en bateau à aube étaient parfois animés. C'est la fête de l'Empire. Je crois qu'un toast s'impose. Santé! Santé! L'interprète de musique folklorique Mick Bramidge est là pour divertir les passagers. Bien, vous connaissez tous le refrain? Oui, c'est une chanson connue, allons-y. As I was going to Strawberry Fair, right, little of the Lido, I spied a fair maid of beauty rare, I spied a fair maiden selling her ware, as she went on to Strawberry Fair. Right, little of the Lido, right, little of the Lee. Je le vois! Cream cheese, just right a minute. Fresh straw. Crème caillée maison. Suivez Ruth pour un thé spécial. Vous voulez goûter? Allez-y. Dépêchez-vous, c'est l'heure du thé. Le début du XXe siècle était l'âge d'or des excursions en bateau sur la Tamar. Jusqu'à 500 touristes pouvaient arriver pour visiter des villages comme Morvelham Quay. Et les habitants savaient tirer profit de leur gourmandise.
Vous voulez un gâteau? Richard Hunt est de retour pour juger le travail de Ruth. Je ne vais pas me faire prier. La crème est délicieuse. Vous trouvez? Elle est à la hauteur? Le goût est là. Elle est bien jaune et dorée. Elle est délicieuse. Un vrai plaisir. Vous m'avez convaincu. Désormais, je préfère ces petits pains au scone. Ça me rappelle mes vacances dans le sud-ouest de l'Angleterre. Je n'en ai pris que 2. Ah oui? Vous avez le droit d'en prendre 3. Qui veut de la glace? Merci. Délicieux. En fait, je débute avec les pastels. C'est très intéressant. Je vous l'offre. Pour commémorer la fête de l'Empire, je vous propose d'interpréter l'hymne national. Celui-ci est encore chaud. Tiens. Reste assise. Arrête de balayer dans mes pieds. C'était réussi. Ouais, c'était une sorte de moisson de touristes. Une moisson de touristes. Maintenant, on a l'été devant nous. Très bien. Il reste de la crème caillée, Peter? Je la mangerai plus tard. Et aussi des fraises. Je les mangerai plus tard. Dans le prochain épisode, c'est le mois de juin. Et il est temps pour les moutons de retourner dans le Dartmoor. Par ici! Venez! L'équipe apprend à tirer profit de l'industrie lainière du Devon, qui était autrefois prospère. C'est vraiment très éprouvant pour les nerfs. Et de vieux amis viennent leur rendre visite. Les voilà! Juste ciel, quelle arrivée fracassante!